Merci. Bernard. Merci. Je vais juste compléter par rapport à la question qui a été posée. Comment on peut trouver un équilibre entre les contraintes politiques, la performance à court terme et la durabilité à long terme? Je pense que c'est ce qu'en tout cas moi j'essaie de faire. La première chose, c'est que les contraintes politiques soient bien prises en compte dans les orientations, au travers de l'élaboration d'un plan stratégique. Il faut élaborer un plan stratégique. Malheureusement, beaucoup d'entreprises d'État n'en ont pas. Ce plan stratégique prend en compte l'ensemble des paramètres pour bien définir quelles sont les orientations, quelles sont les priorités. Ça, c'est la première chose. Une fois qu'on a le plan stratégique, pour pouvoir concilier avec les performances à court terme, il faut préciser quels sont les indicateurs de performance. Entre les indicateurs financiers et non financiers, entre les exigences en termes de retour sur l'equity, en termes d'emploi, en termes de climat social ou autre, il faut qu'on se mette d'accord sur quels sont les indicateurs de performance. Et moi, je milite pour l'établissement des tableaux de bord stratégiques qui permettraient effectivement de pouvoir concilier ces indicateurs du type balance scorecard appliqué au secteur public. Et c'est possible. Enfin, la dernière chose, pour intégrer la durabilité à long terme, c'est l'importance accordée, bien sûr, au reporting extra-comptable. Ça permettrait effectivement de prendre en compte la dimension environnementale, la dimension sociale, et ça, c'est quelque chose qu'il faut effectivement favoriser. À partir de là, on arrive à concilier ces trois exigences. Merci, Ousmane. Merci. Merci. Merci beaucoup, Bernard. Je voudrais, dans la même lancée, poser la question suivante. Quelle stratégie les conseils d'administration peuvent utiliser pour dialoguer avec les actionnaires et les autres parties prenantes? Bernard, vous avez touché à cette question-là très rapidement. Est-ce que vous pouvez élaborer davantage et ensuite on revient aux autres panélistes? Alors, c'est vrai que, comme disait tout à l'heure le conseiller Bouiti, une entreprise d'État, l'actionnaire, c'est l'État. Et tout autour, effectivement, il y a beaucoup de parties prenantes. La mission d'une entreprise publique, tout va dépendre, bien sûr, des objectifs. Je sais que, un des cas, par exemple, l'État a beaucoup investi en infrastructure. C'était un modèle infrastructurel. Et l'État s'est posé la question de savoir comment optimiser ces infrastructures. Et le moyen utilisé par l'État, c'est de créer un véhicule dans lequel on va localiser l'ensemble des actifs marchands. Donc c'est la société d'exploitation et de développement des infrastructures du Congo qui gère les actifs, y compris les tours jumelles. Bien. Et là, on dit, OK, il y a un objectif de rentabilité pour pouvoir optimiser ces infrastructures. Mais en même temps, lorsqu'on a démarré l'hôtel, on dit, OK, tout le monde voulait visiter. Visiter, c'était un lieu de distraction pour la population. Bon, il y a une fonction sociale qu'il faut intégrer. Il faut ensuite, bien sûr, rendre compte. Il y a le Parlement qui est concerné. Comment, effectivement, pouvoir répondre à l'ensemble des exigences? La première chose, c'est bien sûr le dialogue avec les différentes parties prenantes, qui peut prendre différentes formes, mais surtout, formaliser un système de reporting. C'est-à-dire être capable de mettre à la disposition des différentes parties prenantes les informations pertinentes. Comme je disais tout à l'heure là, ce n'est pas de secret. Quand on dit aujourd'hui, oui, mais les états financiers sont censés être publics. Les informations doivent être données, parce que c'est la contrepartie de ce que reçoit la société en tant qu'entité de l'État. Donc, il faut favoriser ce reporting périodique, peut-être trimestriel. Il faut faciliter la diffusion des informations et aussi,
bien sûr, être capable de pouvoir dialoguer avec différentes parties prenantes autour des thématiques permettant de mieux donner l'information. Bon, en tout cas, ce que nous essayons de faire, c'est de dire, nous devons publier des informations, nous devons avoir un système de reporting trimestriel, nous devons communiquer sur les données de manière à ce que les différents acteurs soient au courant de ce qui se passe. Voilà à peu près les mécanismes mis en place pour le dialogue. Et enfin, bien sûr, avec les actionnaires, l'État. Et là, il y a une question importante. L'État est représenté par le ministère de tutelle. Mais il y a aussi le portefeuille. Il peut y avoir double tutelle, triple tutelle. Comment gérer ça? Et en plus, même quand vous allez à l'Assemblée générale, vous avez ce état anonyme unipersonnel, actionnaire unique. Qui représente l'État à l'Assemblée? Puisque c'est l'État actionnaire unique. Ministère de tutelle, voilà. Et donc, dialoguer avec les différents actionnaires, c'est aussi clarifier la nature des choses avec ces tutelles-là. Et je pense qu'en bonne intelligence, il est possible de leur donner régulièrement les informations, les voir avant les assemblées, avant les conseils d'administration, rendre compte après les assemblées, après les conseils d'administration, pour que effectivement les actionnaires soient au courant de ce qui se passe. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Merci. Merci Bernard. Hervé? Moi, je crois que tout a été dit et sur cet aspect, moi je reviendrai beaucoup plus aux opérations. La communication, et Bernard disait tout à l'heure qu'il est important d'avoir un plan stratégique, une vision. Et dans cette vision et dans ce partage d'informations, je vais prendre des exemples en matière, par exemple, d'utilité, de services d'utilité publique. Et je pense que lorsque l'on prend des choses aussi précises, on peut savoir de quoi on parle. Si on a une société d'État qui a pour mission de produire des services d'eau, d'électricité, de télécom et autres, qui sont des choses quantifiables, alors à ce moment-là, on peut élaborer ce qu'on appelle un modèle financier pour ce secteur. Ce qui veut dire que si aujourd'hui, la vision de l'État, c'est par exemple que la situation, disons, de fourniture d'eau, d'électricité ou des services télécoms dans un pays atteint, disons, en zone urbaine, on dira 20-30% de la population. Si son objectif, c'est de doubler ce service à 60%, la communication importante, ce sera de dire, et ce sera un leitmotiv pour tous, c'est de se dire, bah, écoutez, on va faire un investissement de 400 millions de dollars pour que si aujourd'hui 20% de la population en zone urbaine a accès à ces services, notre objectif en tant qu'État, en tant que société d'État, à travers ce service, ce sera que dans 5 ans, on passe de 20% à 50%. Et pour ce faire, j'investis tant. Une fois que j'investis ces 400 millions, le prix d'accès à ces services sera fixé ou sera approximativement identifié. Ce qui veut dire que chacun saura qu'avec l'effort que nous faisons, 1, de cet investissement, 2, de déploiement de ces équipements, 3, de fourniture de ces services, à un coût qui sera acceptable, pour un seuil de prix qui sera acceptable par la population, nous allons donc atteindre cette rentabilité. Donc tout le monde, même si on ne comprend pas toujours, mais ce sera un dessin. Et chacun pourra suivre à chaque étape d'où nous venons, les efforts que nous consentons et où nous allons arriver. Et voilà pour moi... Hervé, je vous interromps pas. Ça c'est la vision globale. Maintenant, dans le scénario que vous présentez, quel peut être le rôle précis du conseil d'administration? Voilà, parce qu'il y a des choses qui peuvent relever en fait de la tutelle, du ministère des Finances, de la direction générale, mais quel est le rôle que le conseil d'administration peut jouer dans cette approche que vous préconisez? Voilà, mais l'approche, il est important de rappeler l'approche parce que ça donne tout à fait la carte, n'est-ce pas? Et le conseil, à partir du moment où chacun est conscient d'où nous venons, où nous voulons aller, avec quels moyens et à quelles étapes, il devient très simple de suivre. Et
Et le conseil d'administration, son premier rôle, c'est de superviser les opérations et la gestion du management. C'est ça son premier rôle, hein, au niveau opérationnel. Et une fois que ces opérations sont réussies, c'est d'accroître la valeur de l'entreprise pour ses actionnaires, notamment l'État. Donc la communication, le suivi de la conformité de ces éléments et des progressions qui sont opérées étape par étape sont naturelles. Tout le monde a l'information et on suit ensemble. Et s'il y a des accros, s'il y a des difficultés, ce qui peut arriver naturellement, on les évoque et on envisage les possibilités d'y remédier. Merci Hervé. Gervais? Oui, merci. Bon, je pense qu'il faut qu'en amont, nous sachions pourquoi on crée une entreprise. Quel est le but qui est poursuivi par les gens qui investissent dans la création d'une entreprise? Eh bien, prosaïquement, comme ça, je dirais qu'on crée une entreprise pour gagner de l'argent. C'est tout, hein. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Une entreprise... et lorsque on ne gagne pas d'argent, eh bien, on ne respecte pas le contrat qui a été passé avec l'investisseur, avec le créateur de l'entreprise, etc. Dans le privé, on est vite sanctionné. Dans le privé, un entrepreneur, plutôt un dirigeant d'entreprise qui ne sécrète pas de bénéfices, tout, il est viré. Et c'est pour ça que dans l'entreprise, on dit toujours, bon, écoutez, les poids morts, là, les gars qui font des bêtises, etc., on les vire sans ménagement parce que, bon, ils empêchent le principal dirigeant d'atteindre les objectifs qui lui sont fixés. Donc, c'est ça. Nous, dans le public, dans l'entreprise publique, il faut amener la culture des objectifs. Il faut d'abord un objectif. Bernard, bon, parce qu'il écrit beaucoup, Bernard, et souvent, il a prôné la signature de contrats d'objectifs. Il faut des contrats d'objectifs ou des contrats mais entre le dirigeant, hein, dirigeant de l'entreprise, et puis la tutelle, c'est-à-dire qui représente le gouvernement. On dit, bon, il faut qu'il y ait ça. Bon, on ne lui fixe pas non plus des objectifs qui sont impossibles à atteindre. Il faut que ce soit raisonnable, que ce soit discuté ensemble, etc. Bon, c'est le conseil d'administration, d'ailleurs, qui voit, qui connaît, parce que là-bas, il y a des techniciens aussi, et tout ça, bon, qui arrange un peu, qui arrondit les angles. Mais il faut absolument qu'il ait des objectifs. Il ne va pas comme ça à l'aveuglette. Il faut qu'il ait des objectifs. La deuxième chose qu'il faut dans l'entreprise, on a parlé tout à l'heure aussi de procédure. Dans l'entreprise privée, dans laquelle moi j'ai fait toute ma carrière, eh bien, mais on vous dit, il y a des objectifs, et ensuite, on vous donne des délais, des deadlines, on vous donne des délais. On vous dit, bon, vous avez tel travail à faire, et tout, vous avez 72 heures pour le produire, vous vous débrouillez pour ramener ce travail dans 72 heures. Tous les agents sont tenus de le faire, et ils le font. Mais c'est les mêmes personnes qui sont dans les entreprises privées, c'est les mêmes Congolais. Pourquoi ils ne le font pas dans les entreprises publiques? Ça, je ne comprends pas. Moi, je viens du privé, et quand je me retrouve avec, dans les entreprises publiques et tout, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et je crois que c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous sommes ici, pour trouver des explications à ça et aussi trouver des solutions pour y remédier. Bon, je crois aussi qu'il y a aussi un autre aspect qu'on a évoqué, je crois, ce matin, c'est aussi la motivation des dirigeants et tout. Moi, je suis pour que, bon, ok, on dit il y a un contrat, il y a des objectifs, mais quand on atteint les objectifs, on fait quoi?
on récompense la personne qui atteint ses objectifs. On donne un bonus. Moi, je n'ai jamais entendu que, même là où je suis président du conseil d'administration, dans le privé, oui, chez nous, c'est automatique. Sans trahir de secret, moi, je suis président de MTN. Tous les ans, quand on fait des bénéfices, automatiquement, on dit, bon, voilà, les employés, ils ont tant. Ça va du simple balayeur, là, dernier de planton, jusqu'au directeur général. OK, ils sont récompensés. Proportionnellement à la richesse qui a été sécrétée, proportionnellement aux bénéfices. On peut emmener de ces choses-là, mais on ne réinvente pas la roue. Emmenons dans le secteur public ce que nous voyons dans le secteur privé. Et on verra les choses vont vraiment s'améliorer. Elles vont s'améliorer. Ce sera peut-être à marche forcée pour certains, parce que bon, mais les paresseux, les bras cassés, etc., ça sera difficile de les tirer. Mais là aussi, il faut une action volontariste et dire, bon, mais écoutez, ça va, ça suffit, on siffle la fin de la récréation. Merci, Joël. Des formations professionnelles peut-être, mais je reviens au juridique. Je crois que la base, c'est de normer tout ça, c'est de savoir quelles sont les règles du jeu. À partir du moment où il y a un cadre juridique qui est transposé dans l'institution, dans l'entreprise, il y a déjà un cadre dans lequel on évolue, première chose. La deuxième chose, une fois que ce cadre est établi, et vous l'avez très très bien résumé, c'est qu'il faut qu'il y ait des objectifs. Il faut que l'administrateur qui est au conseil d'administration sache pourquoi il est là, qu'est-ce qu'on attend de lui, et quand est-ce qu'il aura une croix, un point rouge ou un point vert. Il faut qu'il sache qu'est-ce qu'il a bien fait et quand il a mal fait. Et souvent, ce qu'on retrouve malheureusement, c'est que les administrateurs ne savent pas, en fait, quand ils sont dans le bon et quand ils sont dans le mauvais. Parce que c'est au gré de l'humeur du ministre, c'est au gré de l'humeur du chef de cabinet qu'il a envoyé. Si je ne respecte pas les instructions que j'ai eues à la lettre, je ne serai pas chez le prochain conseil d'administration. Ça pose problème. Il faut le dire, ça pose problème. Alors, pour ça, le plus normé on est, le plus de règles il y a, le mieux c'est. Et puis... Joël, je me permets, oui. est-ce que ça va être votre recommandation pour faire rapidement la transition? Je constate que la modératrice exerce une pression diplomatique sur le panel. Notre dernière question, c'est le takeaway et la recommandation. Ma recommandation, c'est pas dans le contexte où le gouvernement est en train de faire son projet de loi, le ministre en a parlé, les experts en ont parlé, est-ce que cette recommandation serait la vôtre si vous en aviez qu'une seule à formuler aux autorités congolaises? Non, ce ne serait pas celle-là. Allez-y. Ma recommandation, ce serait de choisir les personnes. Parce que c'est tout, comme on dit en anglais, it's all about people. C'est une personne, quel que soit le cadre. Si c'est quelqu'un qui a une conviction, qui est fort, qui est dur, qui est droit dans ses bottes et qui peut dire non quand ça ne va pas dans l'intérêt de l'entreprise, c'est la bonne personne. C'est ça. Hervé, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire dans le contexte qui est le nôtre, ou qu'est-ce qu'il faut faire dans le contexte congolais? Bon, je crois qu'on va regarder ce qu'il faut faire, parce que ce qu'il ne faut pas faire, je crois qu'on a fait... Enfin, c'est pas important. Bon. Regardons ce qu'il faut faire. Allons de l'avant et privilégions l'amélioration en partant d'une situation que nous reconnaissons difficile. Ce qu'il faut faire, c'est, je le répète encore, se mettre en esprit d'une entreprise commerciale. On a dit tout à l'heure, on produit un service ou un bien, on souhaite le vendre. On va le produire dans les meilleures conditions en recherchant les meilleurs talents. En recherchant les meilleurs talents, en les recrutant de manière compétitive et en leur donnant un salaire, une rémunération conséquente, compétitive, avec un intéressement. Merci Hervé. Bernard. Alors, s'il y avait une conclusion ou bien une proposition, c'est que le dispositif mette l'accent sur le système de pilotage de la performance. Je crois que si on n'intègre pas la culture de la performance, si on ne valorise pas la fonction de contrôle de gestion dans les organisations, on aura du mal
effectivement avoir des entreprises publiques qui soient performantes. Donc, ma recommandation, c'est mettre au cœur de dynamique le pilotage de la performance, la valorisation de la culture de la performance et donc la place du contrôle de gestion dans le système de pilotage des entreprises publiques. Merci. Merci. Gervais. Bien, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut revoir le mode de désignation des dirigeants. Quand je dis dirigeants, c'est le président du conseil d'administration, les administrateurs et puis la direction générale. Il faut absolument, à mon avis, vraiment le faire intuitu personnel. On désigne des gens pour leurs compétences, mais ce n'est pas parce qu'ils viennent de tel ministère ou de tel autre qui viennent représenter. Non, la représentation, ça là, bon, à la limite, on va le faire dans d'autres dans d'autres circonstances, mais dans l'entreprise, vraiment, prenons, je reprends un slogan que les gens connaissent, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Merci. Merci Gervais. Je pense que la modératrice nous dit que nous avons droit à 2 questions. À 2 questions, donc on va prendre 2 questions dans la salle et ensuite on clôture cette session. Merci beaucoup. Allô? Bob? Allô, allô? Allô? Oui, merci de me passer la parole. Merci pour vos exposés que je trouve très pertinents dans le cadre de ces échanges, Monsieur Ondel. Oui, je conçois avec vous que ce que nous sommes en train de dire, c'est quelque chose d'idéal. J'ai comme l'impression qu'on est passé à côté de quelque chose qui est fondamental. Je suis d'avis que quand on prend la décision de transformer une entreprise publique en une entreprise commerciale, c'est là que ça commence. Je suis d'accord avec les autres. Mais c'est qui prend la décision de le faire? Est-ce que vous ne pensez pas que le grand problème, même en termes d'éducation, c'est aussi l'éducation de nos dirigeants qui prennent la décision de transformer? Je pense que le grand problème se situe à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a vraiment une volonté affichée de dire on veut transformer nos économies? Est-ce qu'il y a vraiment une volonté de dire qu'en transformant nos économies, nous donnons la possibilité que ces économies soient gérées comme une entreprise privée? Auquel cas, toute la problématique liée au recrutement avec de qualité, que ce soit des dirigeants ou des administrateurs, mais provient de là. Est-ce qu'il y a vraiment réelle volonté? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un des éléments qu'on passe un peu à côté, c'est aussi, on parle de formation des administrateurs, vous pouvez les former bien entendu, mais si à la base, il n'y a pas une volonté de le faire. Je vois, il y a une question qui n'a pas été beaucoup discutée, ou qui a été discutée en filigrane, c'est est-ce que les dirigeants, quand ils sont nommés, y a-t-il une feuille de route où on vient de découvrir l'entreprise d'économie? Et à partir de là, donc, le grand problème, à mon avis, c'est comment est-ce que nos dirigeants, un peu comme ce qu'a dit tout à l'heure la ministre d'État de la RDC, de dire que le grand problème, c'est la volonté manifeste de l'État de dire je transforme mon économie et ça va être géré comme une économie privée. Sur cet aspect, je crois qu'on est passé un peu très vite. Absolument. On est allé justement sur de dire, en considérant un modèle qui est idéal, de dire qu'on fait la transformation avec l'adhésion de tout le monde et on met en place toutes les structures qui dominent. Je trouve qu'il y a quelque chose à la base en termes d'éducation. Et c'est ça, à mon avis, qui est la clé. Merci. Merci, monsieur le DG. On va peut-être demander au deuxième intervenant d'être bref, si c'est possible, pour qu'on puisse respecter notre contrat moral avec la modératrice. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vais essayer de limiter mon intervention parce que le sujet est tellement dense et important. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je suis Daniel Molonganzei, le directeur général du port autonome de Brazzaville et des ports secondaires.
Je disais que le sujet est tellement dense et beaucoup de choses ont été dites et qu'on peut peut-être passer toute une nuit ici s'il faut continuer à parler. Je voulais faire quelques commentaires. Nous allons parler dans le contexte où le gouvernement est en train d'élaborer le projet de loi sur la gouvernance des entreprises. Et spécifiquement en ce qui concerne le conseil d'administration, je crois que le conseiller Poitiers m'a anticipé quand il parle des conditions ou des procédures de désignation des cadres membres du conseil d'administration, de la direction générale. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer dans le cadre de cette nouvelle loi imposer par exemple des termes de référence avec un profil standard pour que quelqu'un soit désigné au membre du conseil d'administration? On ne peut pas imaginer que le membre de l'administrateur ait un mandat, parce que les administrateurs dans une entreprise publique varient, la durée du mandat varie suivant la durée du ministre qu'il a désigné à ce poste. D'accord. Et autre chose, je crois que c'est le conseiller qui l'a évoqué, le conseiller Gazon qui l'a évoqué, ça a trait à l'Assemblée générale. Non, dans les entreprises publiques, nous n'avons pas d'Assemblée générale. Et je pense que la structure de gouvernance prend un coup au niveau de l'Assemblée, de l'absence de l'Assemblée générale. Dès que les décisions, le bilan est approuvé par le conseil d'administration, tout s'arrête à ce niveau. Je voudrais aussi intervenir en ce qui concerne les charges de la tutelle. Je crois que le conseiller Poitiers a intervenu là-dessus. Quand on dit on achète un billet qui coûte 3 millions pour aller à Paris et revenir, ça ne s'arrête pas là. Parce qu'après, lorsqu'il y a un contrôle fiscal, il réintègre cette charge parce que ce n'est pas une charge d'exploitation d'entreprise. Donc, le coût est peut-être double, même triple sur ces charges. Mais il y a autre chose, les pesanteurs. Je pense qu'on n'a pas évoqué, on n'a pas assez évoqué les pesanteurs sur la gestion des entreprises publiques. Le conseiller Poitiers a parlé du principe des 3C, qui était lors de la mono, co-gestion, mais jusqu'à aujourd'hui, nous drainons cette pesanteur. C'est une difficulté dans le management d'entreprise où les gens, un groupe de pression, les syndicats, le ministre d'État de la RDC en a parlé ce matin, peuvent agir et remettre en cause le schéma de management d'une entreprise. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de pesanteurs qu'il faut prendre en ligne de compte et intégrer dans la nouvelle loi. Parce que, autre chose, je voulais dire, dans les textes, la gouvernance des entreprises publiques ici est encadrée par plusieurs textes. Oui. Et dans ces textes, vous avez des dispositions contradictoires d'un texte à un autre. Et heureusement que nous avons ce projet de loi, j'espère, qui va clarifier toutes ces situations. Merci. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le DG. Je vois qu'il y a d'autres mains, mais je crois qu'on a une... personnellement, ça m'aurait fait vachement plaisir de rester encore, mais je crois qu'on a des contraintes de temps. On s'en tient à ces deux questions, Madame la modératrice, et on termine avec... Étant donné que c'est la dernière session, on en prend deux autres. Merci pour votre générosité. Donc, on va en prendre deux, mais s'il vous plaît, si vous pouvez être précis et concis dans vos questions, monsieur au centre et le monsieur au fond. Très rapidement, si vous pouvez leur donner les micros. Il y a une main levée par ici. Ah, monsieur, alors, c'est l'avantage de ne pas être assis à la bonne place. Ok, allez-y. Merci beaucoup. Il y a beaucoup à dire. Je suis Rufin Syriac Ngo Gonzo de la commission bancaire. Comme je disais, il y a beaucoup à dire, mais je vais me contenter d'une seule préoccupation qui concerne le rôle du conseil d'administration dans la nomination des dirigeants
des entreprises publiques. Le droit commun OHADA relatif aux sociétés commerciales consacre la notion de mandat social. Donc c'est un contrat de mandat en lieu et place de contrat de travail souvent à durée indéterminée. Et ce matin, lors de l'exposé de Madame le ministre d'État pour le cas de la République démocratique du Congo, ce que j'avais retenu, c'est que chez eux, à la place des dirigeants, ils ont des mandataires, ce qui est bien conforme aux prescriptions du droit commun OHADA. Alors, je souhaiterais avoir l'expérience des panélistes en la matière, d'autant plus que, d'après les exposés d'hier, il y a des cas où les dirigeants de ces entreprises publiques restent en fonction parfois au-delà de l'âge de la retraite, simplement parce que liés par un contrat de travail à durée indéterminée. Merci. On a bien saisi. Merci infiniment. La prochaine question, c'était... Merci. Ok. Joël Kitenge de la RDC. En fait, ma question va, je crois, à monsieur... Quelle est votre fonction, monsieur? La question... Quelle est votre fonction? Ma fonction, je suis avocat. D'accord. Je suis avocat et un blogueur. Ma question, c'est spécialement, tout a été abordé dans un autre sens, et je voudrais poser à M. Benham, M. Gervais, qui ont déjà eu l'occasion d'avoir assisté dans plusieurs conseils d'administration selon que tout a été exposé. Comment vous faites lorsque dans le conseil d'administration ou dans la direction générale, il y a des membres ou des administrateurs qui relèvent par exemple de la famille du dirigeant, pour ne pas citer exactement, soit le président, soit le ministre, soit de personnes influentes. Vous vous en sortez comment quand il faut par exemple extensionner, même s'il ne fait pas profil de compétences, comment ça se passe dans le fond, puisque c'est là aussi le problème des entreprises publiques quand la gestion est clanique. C'est ça ma petite préoccupation. D'accord. Merci, maître. Je crois que certains de nos intervenants sont très subtils et ont essayé de trouver une façon de redémarrer le panel. Parce que personnellement, je trouve que certaines questions ont été très bien abordées. C'est ce qu'on a formulé, bien entendu. On est obligé de rester dans un certain langage. Je crois que le panel a essayé de le formuler en contrainte politique. Et je crois quand même que le panel avait apporté un certain nombre de réponses. Je me permets de dire que nous ne pouvons peut-être pas, ou nous n'allons pas répondre compte tenu des contraintes de temps à toutes les questions. Certains peuvent être considérés comme des contributions et le travail se continuant jusqu'à demain, vous aurez l'occasion de discuter dans les couloirs. Par contre, je voudrais laisser peut-être à chacun qui le souhaite dans le panel 1 minute pour réagir une dernière fois sur quelque chose qui vous paraît important par rapport à ce que vous avez entendu. Bernard, tu veux te lancer? Oui, juste pour répondre à la question de M. Ondélé, qui parlait justement de la volonté de l'État. C'est vrai. Mais actuellement, il y a une volonté réelle qui s'est manifestée. Aujourd'hui, je disais tout à l'heure, l'État a dit, OK, pendant longtemps j'ai investi. Maintenant, je vais changer la donne. Je vais optimiser mes investissements. Et là, le ministre d'État, chez l'aménagement, a dit, OK, je crée un véhicule, je crée une société anonyme. Et dans cette société, je vais localiser l'ensemble des actifs marchands. Et vous allez le gérer comme une entreprise privée. Voilà, ça commence.
Il y a une volonté qui se manifeste et je pense que finalement, ça doit faire école. La deuxième chose, c'est juste pour répondre aux questions du DG de Port Autonome. Je ne parlais pas des établissements publics, mais des sociétés. Dans le cadre d'une SA qui appartient à l'État, mais vous avez une assemblée générale, forcément. Merci. Merci Bernard. Joël. Je vais pas répondre à toutes les questions, effectivement, mais pour moi, juste réagir sur la volonté politique. Le fait qu'il y ait une loi en cours d'examen en ce moment pour qu'elle soit appliquée démontre déjà un grand pas en avant. Et défaut professionnel, je reviens à ça, c'est le socle. C'est dessus qu'on va construire. Je crois qu'on a partiellement répondu à cet aspect, Monsieur Ndélé. Je vous disais tout à l'heure, j'ai cité une très longue phrase qui disait qu'il fallait peut-être accorder une place limitée pour un temps limité au libéralisme. Nous connaissons notre histoire, elle est empreinte de contraintes par rapport à la conception du modèle d'exploitation des sociétés privées. J'ai travaillé dans d'autres pays qui avaient la même psychologie. Je pense particulièrement à la Tanzanie, où on me disait, bon, ben vous savez, le secteur privé c'est bien, mais on ne peut pas toujours leur faire confiance. Donc on part avec cet handicap de considération et d'opposition entre libéralisme et socialisme. Nous comprenons également qu'il y a un impératif de marché aujourd'hui. Nous comprenons également que nous avons une situation exceptionnelle en tant que Congo, République, entourée de 6 pays, et qui a une fonction de transit fondamentale qui fait du Congo la porte océane pour toute l'Afrique centrale. Et je crois que la conjugaison de ces faits porte à l'optimisme et encourage forcément le gouvernement, l'État, les autorités à aller de l'avant dans cette direction. Et j'ai bien aimé l'optimisme de M. Gamassa tout à l'heure qui disait que compte tenu de la situation dans laquelle nous sommes, réalisant de ses atouts et commençant ces transformations, nous sommes positifs. Merci Hervé. Gervais, last but not least. Je termine en disant que quand je disais que il faut s'inspirer de ce qui se fait dans les entreprises privées, dans l'entreprise privée, il y a ce qu'on appelle, et ça c'est pour répondre à Maître, dans l'entreprise privée, il y a ce qu'on appelle des comités. Il y a différents comités, comités de gouvernance, comités de nomination et de rémunération, etc., commission d'audit. Mais il y a aussi le comité d'éthique. Il y a un comité d'éthique. Et je crois qu'il faut absolument qu'on y vienne, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup à tous ces panélistes. On avait le défi d'être le dernier panel de la journée. On avait 4 panélistes. Je crois que vous avez fait un excellent travail. Ça a été un plaisir de modérer ces hauts panels. Madame la modératrice, merci à vous. Merci beaucoup. Merci bien. Merci aux modérateurs, merci aux panélistes, merci aux participants, merci pour la qualité des échanges. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette deuxième journée des travaux. Avant la dernière session, on devrait prendre la pause café. Nous avons souhaité enchaîner pour gagner en temps. Donc au sortir, vous verrez les buffets qui sont disponibles. Il y a des boissons qui sont là. Vous pouvez vous servir. Et pour la journée de demain, justement, on va commencer à 10h30. Nous commencerons par la session 11. La session 9 et la session 10 vont se tenir après le déjeuner. Étant donné que parmi les panélistes, il y a des ministres qui seront en conseil en matinée, donc nous allons débuter légèrement en retard, à 10h30 pour être précis, et pour que les 2 sessions se tiennent après le déjeuner. Encore une fois, merci, bonne rentrée chez vous et à demain. Salut tout,
on laisse les modules de traduction dans la salle. On ne les emporte pas. Merci.